On vous remercie tous d'être là. Aujourd'hui, on a envie de parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est le management participatif. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de vivre une vraie transition dans notre société et qui se reflète évidemment dans les modes managériaux. Et il est vraiment important que les personnes soient prêtes à déjà et à commencer à répondre au truc. Bon, alors le pôle s'est mis en route tout seul, donc vous avez un questionnaire dont vous aurez les résultats plus tard. C'est pas très grave. Alors, petite anecdote pour lancer le webinaire, on a quand même compris qu'il y avait beaucoup de limites à la technologie et que le management participatif, effectivement, c'est d'être capable de collaborer non seulement entre humains, mais entre humains et machines. Et c'est pas toujours aussi évident. Alors, pour lancer ce webinaire, tout d'abord, très rapidement, qui sommes-nous ? Donc, nous sommes Hélène et Hélène. Oui. Au moins, ce ne sera pas très difficile pour poser les questions. Désolée pour ça, on n'a pas fait exprès. Je suis née la première. Donc voilà, nous, on fait partie, toutes les deux, on est des business harmonistes. Donc, les business harmonistes qui travaillent à aider les entreprises à révéler qui elles sont vraiment en tant que personnalité et d'aligner l'ensemble de leur processus, de leur communication, de leur stratégie autour de cette identité pour obtenir ce qu'on appelle l'harmonie qui permet du coup à une entreprise, tout comme à une personne d'ailleurs, de se sentir pleinement alignée et du coup évidemment de pouvoir rayonner, d'être épanoui, ce qui se reflète évidemment sur les personnes. Alors aujourd'hui, de quoi voulez-vous parler ? Pourquoi on pose cette question ? Parce qu'on s'est dit, si on va parler de participatif et qu'on ne peut pas participer les gens, il va y avoir un peu une incohérence, justement. Alors, évidemment, on ne pourra pas forcément vous parler de tout, mais voilà ce que nous, on vous propose. C'est le menu qu'on vous suggère. Bien sûr, si vous voulez faire des altérations, ne prendre qu'un petit bout, vous pouvez nous le dire. Donc, s'il y a des sujets particuliers qui vous tiennent à cœur, vous pouvez le noter dans le chat. Et s'il y a... Et on en tiendra compte, bien sûr. Et de la même manière, s'il y a des trucs où vous dites, bon, mais ça c'est bon, on sait, c'est classique, vous pouvez nous le dire également. Donc nous, on vous propose de vous parler d'abord un peu de d'où ça vient, le management participatif, c'est-à-dire de comprendre quels sont les facteurs qui amènent naturellement à mettre en place ce mode de management en termes de courant de pensée et d'évolution de notre société. Ensuite, vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire management participatif et de la manière la plus concrète possible. Et ensuite, comment ? Donc, pour le mettre en œuvre, il va falloir comprendre qu'il y a certaines conditions qui sont préalables et qui, si elles ne sont pas remplies, amèneront vos tentatives à certainement à l'échec. La bonne nouvelle, c'est que ces conditions, c'est possible de les faire naître si elles ne sont pas forcément encore bien présentes. Et enfin, on vous propose des techniques particulières donc, de management participatif que vous allez pouvoir expérimenter, essayer de mettre en œuvre et comme ça, voilà, on espère obtenir dans votre équipe plus de participation, plus d'engagement et on en est certaine, plus d'efficacité. Alors là, je t'interromps juste une minute parce que Catherine a l'air de dire qu'elle a un son qui grésille, des coupures dans le son, que c'est pas très agréable. J'imagine qu'il y a un technicien là qui est branché en parallèle. Donc je lui suggérais peut-être de se reconnecter. Je ne sais pas, Jean-Michel, si vous pouvez faire quelque chose. Ouais. Merci en tout cas de régler le souci. Effectivement, ça peut être un souci de connexion. Voilà. Donc, Bon, alors une petite histoire de la théorie à travers peut-être pas les siècles, mais les quelques dernières dizaines d'années. On va démarrer en fait par le pape du management qui est Peter Drucker, qui est en fait à l'origine du concept de direction participative par objectif. Et en fait pour nous, en tout cas, on a une énorme admiration pour Peter Drucker, donc il est toujours là. Hier soir, on a été à une conférence du Peter Drucker Forum, donc il est toujours bien vivant dans les pensées du management. Ensuite, on a MacGregor qui a inventé, comme vous vous en souvenez, la théorie X et la théorie Y. Alors pour simplifier, en fait, la théorie X, c'est de dire que l'homme est mauvais par nature, n'a pas envie de se lever le matin, est paresseux et donc il faut le contrôler, le sanctionner. Et donc ça crée un mode de management évidemment très, très directif et très coercitif. Et puis il y a le mode de management, la théorie Y, qui au contraire dit que l'homme est bon, qu'il a envie de prendre des initiatives, qu'il faut lui faire confiance
confiance. Et à partir du moment où on lui fait confiance, évidemment, il se passe des bonnes choses et donc ça réactive la boucle, le cercle vertueux. Ensuite, nous avons Maslow qui est arrivé par là avec sa fameuse pyramide des besoins. Donc, je vais juste revenir sur le dernier stade de la pyramide qui est en fait la réalisation de soi qui n'est possible que dans un espace de management permissif où l'individu peut s'épanouir. La suite de la motivation, c'est la motivation intrinsèque dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire pourquoi vous vous levez le matin, c'est évidemment pour vous faire plaisir, pour rencontrer vos collaborateurs, pour avancer sur des projets qui vous passionnent. Et en fait, c'est ça, la définition de la motivation intrinsèque, c'est la poursuite d'une activité, pas pour les reconnaissances extérieures, pour l'argent, mais vraiment pour la satisfaction interne. Donc on a un autre théoricien qui s'appelle Édouard Deci, que vous connaissez peut-être, qui a dit que l'homme en fait avait 3 besoins. C'est sa théorie de l'autodétermination. D'abord, être autonome, c'est-à-dire être à l'origine de ses actions. Ensuite, pouvoir mobiliser ses compétences. Et c'est en fait la théorie du flow de Mihaly Csikszentmihalyi, il a un nom impossible. Et en fait, l'idée d'optimiser le niveau de compétence par rapport au niveau de challenge pour être dans un état de vigilance détendue. Et puis finalement, un besoin d'appartenance sociale très fort où nous avons besoin d'être reliés aux autres, aussi par un projet commun. Le dernier des théoriciens, c'est bien sûr Ken Blanchard. Vous avez sans doute lu le One Minute Manager. Et puis tout à l'heure, on reviendra sur les différents types de management. Alors, bien sûr, à cette évolution des courants de pensée s'ajoute l'évolution de notre société. Donc, inutile, bien sûr, de revenir avec vous sur ces notions de on est dans un monde toujours plus complexe, qui va toujours plus vite, il y a des mutations, des ruptures, etc. On voit évidemment avec l'apparition des nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles générations, donc génération Y ou les millennials, qu'il y a évidemment un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport au temps, à l'espace, et qui entraîne naturellement une interrogation sur comment le monde du travail doit évoluer. Et ça, effectivement, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc, ces bouleversements un peu qu'on a vécu et qui sont en accélération avec en particulier tous les changements technologiques, le digital, etc., ça amène au sein des entreprises un profond mal-être, donc des crises de sens, donc beaucoup de tensions, des individus qui du coup sont bloqués, la croissance qui est stoppée, etc. et une très forte démotivation, ce qu'on appelle vraiment un désengagement. Et donc c'est là, normalement, que le pôle qu'on vous a mis tout à l'heure aurait dû apparaître, donc du coup on va le faire réapparaître. Ouf. Alors est-ce que vous avez tous pu répondre à la fameuse question, quel est le pourcentage de vos collaborateurs qui sont engagés? Ah mais du coup, non, parce que ça a changé. Alors attends, on recommence. Oui, commence. Voilà, donc là, vous pouvez répondre à ce petit questionnaire. Voilà, donc on entend beaucoup parler en ce moment de bonheur au travail. Vous avez sans doute vu le documentaire sur Arte sur le bonheur au travail. Et c'est vrai qu'on arrive à la fin d'un système où finalement on peut plus être davantage performant en étant davantage stressé. Et ça appelle justement une réflexion générale sur les styles de management qui peuvent concilier le plaisir et la performance. Alors on a un début de réponse, Hélène, qui est plutôt encourageant, puisqu'il est au-dessus en fait des résultats officiels du sondage Gallup, qui dit en fait que on a 10% de salariés qui sont vraiment engagés, et c'est 60% qui sont désengagés, et on a même 30% qui sont activement désengagés dans l'entreprise, à savoir qui mènent des stratégies de sabotage. Et du coup, quels sont les différents styles de management que nous avons à notre disposition? Donc c'est là où on revient sur Ken Blanchard, qui finalement est toujours d'actualité avec cette fameuse matrice, c'est le leadership situationnel que vous devez connaître. Donc sur l'axe des X, nous avons, est-ce qu'on a une orientation au résultat, c'est à gauche, orientation à la relation humaine à droite, et puis l'axe des Y, en bas, un manager qui est très présent, et en haut, un manager qui est en retrait. Donc on part évidemment d'un style très direct,
directif, pour aller vers un style plus persuasif où on a une orientation du collaborateur qu'on essaye d'influencer, et puis on avance vers un style participatif, finalement, où on est centré sur la relation. Il y a une autonomie certaine de l'équipe, beaucoup de dialogue, on prend en compte les idées de ces équipes, on écoute, on conseille, on négocie. Évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, c'est très efficace par rapport à l'engagement et la motivation des salariés. Alors, on vous a posé une petite question où vous pouvez du coup répondre par rapport à ces 4 types de management, celui que vous voyez le plus être mis en œuvre au sein de votre organisation. Alors, c'est en train de bouger. Pour l'instant, on a du ça. Ah, donc il y aurait beaucoup de gens qui mettent déjà du participatif. Ça, c'est encourageant également. Un directif, donc c'est une minorité, mais ça veut dire que ce style-là est encore malheureusement en fonction. Ouais. Peut-être aller à la slide. Donc pour vous faire rire un petit peu sur les différents styles de leadership et leurs extrêmes. Il n'y a jamais de style tout bon. Alors on peut dire aussi qu'on a besoin à certains moments d'être un peu plus directif ou persuasif, c'est-à-dire qu'il y a, comme le disait Blanchard, un style de leadership qui est situationnel en fonction des situations et du degré de maturité également des individus. Alors maintenant, il est temps de passer à un peu plus précisément la définition de quoi on parle quand on parle de management participatif. Alors quand on parle de management participatif, la première chose, c'est de dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous nos idées. Voilà une des définitions, sachant que malheureusement, il n'y a pas de consensus mondial sur la question, mais c'est ce qui nous a semblé le mieux refléter actuellement ce qu'on appelle le management participatif. Donc c'est d'abord un mode de gestion, donc de management, avec ces 2 notions très importantes d'engagement et de prise d'initiative, donc avec cette responsabilisation des individus. Alors maintenant, il y a un peu déjà des principes de base qui ont été mis, une sorte de manifeste du leadership, du management participatif, donc on vous présente ici. Le premier point, évidemment, c'est comment est-ce qu'on mobilise les gens, donc cette notion d'engagement. La politique de développement humain, donc l'idée de faire grandir chacun, cette notion de partage du pouvoir et des responsabilités, la résolution du problème à la source, donc là on revient aussi beaucoup à cette idée un peu qu'on entend souvent, donc l'agilité et cette notion de vraiment celui qui est le plus près du problème est le mieux à même de le résoudre, ce qui finalement est du bon sens, mais le bon sens c'est pas la chose du monde la moins bien partagée, c'est pas toujours mis en œuvre dans l'entreprise. Et bien sûr, ce qui est très important pour qu'on ne termine pas en anarchie, comme vous voyez avec le troupeau de moutons qui est en train de se battre, il faut des dispositifs de régulation individuelle et collectif, et en particulier le conflit va être un élément très important du management participatif, comme vous allez le voir un peu plus tard. Alors, quand on parle de management participatif, en termes de management, on pense à manager, mais qu'est-ce que c'est que le manager participatif? Donc c'est vraiment un passage d'un chef de bande, donc qui a une sorte de militaire qui donne des ordres, qui vont être exécutés, qui doit corriger, qui doit s'assurer que tout est fait précisément selon les mêmes normes et contrôler les résultats, à un autre type de management qui sera plutôt un chef d'orchestre. Donc là, on va passer à plutôt une vision d'un dirigeant qui est un dirigeant qui va donner à chacun sa place et l'aider à jouer son morceau, sa partition. Donc l'idée, c'est que personne ne joue la même chose. On va dire si l'orchestre est suffisamment petit, on essaie chacun de jouer à sa manière sa partition, bien sûr en harmonie avec tout le monde. Donc là, c'est un rôle où on sera beaucoup plus dans l'écoute, on sera beaucoup plus dans la différenciation, laisser chacun justement libre de faire un peu de jouer de son instrument, donc de choisir aussi quel instrument il veut jouer. Et un peu comme dans le jazz, surtout, je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui sont soit des joueurs, soit des amateurs de jazz, mais il y a cette idée d'improvisation aussi, c'est-à-dire que quelqu'un peut, à un moment, mais toujours en respectant le rythme, la mélodie de base, improviser, rajouter ce qu'il a envie d'exprimer à ce moment-là et prendre du coup à ce moment-là le lead de l'orchestre. Donc voilà, on passe vraiment à un paradigme complètement différent de ce que c'est que le management. Alors justement, pour ce management participatif,
Alors, nous avons en fait mis sur ce schéma 2 axes. Donc, l'axe des X qui en fait augmente la complexité de l'environnement et puis l'autonomie des personnes et des équipes. Et là, on vous propose en fait de classifier le management participatif en 3 stades. Donc, un premier stade en bas, là, c'est le stade coopératif. Donc là où on est en fait dans un univers où les personnes sont très spécialisées et c'est finalement le leader qui va distribuer les tâches et les agréger. Et donc, en fait, on est plutôt sur un mode où on additionne les talents. Donc, on peut penser à des entreprises telles Accenture, on a pensé aussi à Chèque Déjeuner. Vous avez sans doute d'autres modèles d'entreprises. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, au fil de l'eau, quelles sont les entreprises pour vous qui symbolisent le mieux les différentes stades, c'est-à-dire coopératif, collaboratif et agile. Dans le deuxième mode collaboratif, là, on a déjà un travail qui est en fait en commun, avec des collaborateurs qui sont un peu plus polyvalents. Et puis, le leader va pouvoir synthétiser, fusionner les différentes tâches. Et là, on a plutôt une multiplication des talents. Donc, on peut penser à des entreprises plutôt américaines qui sont comme Google, Amazon. En France, on aurait certaines branches du Crédit Agricole ou la Maïf. Et puis le stade ultime, c'est-à-dire agile 3.0 ou libéré. Donc là, vous avez beaucoup entendu parler de ces entreprises qui ont mis en place des pratiques tout à fait innovantes. Les compétences, les idées sont combinées entre elles. Le travail est découpé en projets et en tâches. L'organisation elle-même est créative. Et le leader est plus un facilitateur et un coach. Alors, en fait, la combinaison des talents est plus exponentielle et magique. Et on a des entreprises telles, alors là, on peut en nommer beaucoup plus. Poult, Gore, Chronoflex, c'était les fameuses entreprises du bonheur au travail de Arte. Et puis, Whole Food Market, on aime beaucoup chez nous Conscious Capitalism. Donc, on vous encourage à lire ce livre. Alors, on vous a mis une petite question justement par rapport à ça. C'est par rapport à là où vous en êtes actuellement. Où est-ce que vous voudriez emmener votre organisation? Donc, par rapport, voilà, donc vraiment en se disant, voilà, en commençant bien sûr là où vous pouvez, se dire où est-ce qu'on aimerait bien aller. Alors, pour l'instant, on a une majorité inquiétante. On est déjà allé trop loin. De 0, on est trop loin. Mince alors, Hélène, il va falloir changer de discours. Donc, il semblerait qu'il y a vraiment du travail. Bon. On reviendra plus tard sur les freins, les obstacles, justement à la mise en place du management participatif. Et vous pourrez d'ailleurs nous dire, ça sera très intéressant de savoir pourquoi en fait ça ne prend pas ou pourquoi il y a des obstacles à la mise en place de ce mode de participation. Alors peut-être un point en attendant que vous ayez fini de remplir le questionnaire et qu'on puisse le commenter sur le management 3.0 dont vous avez sans doute entendu parler de Jürgen Appelo qui est en fait cet homme qui est un jeune consultant, un professionnel de l'informatique. Les méthodes agiles viennent en fait du monde de l'informatique avec une culture du changement, de l'innovation et de l'émancipation des salariés où en fait les développeurs doivent découvrir au fur et à mesure comment réaliser les logiciels, puisque en fait les clients ne savent pas comment exprimer leurs besoins au démarrage de la mission. Donc ça rend en fait l'exercice très compliqué et très agile. En tout cas, dans ce mode de management agile, on donne évidemment la priorité aux individus par rapport au processus. On collabore avec les clients, c'est des partenariats et on s'adapte au changement. Alors, peut-on revenir peut-être sur le... non, mais justement, par rapport à... Non, c'est bon. Donc, le résultat était effectivement qu'il y a une majorité de personnes... Voilà, toujours ça n'a malheureusement pas changé. Trop loin. D'accord. Pour pouvoir commencer, alors vous allez voir que même en étant très loin, on peut quand même commencer par petits bouts, à des petits endroits, pour enclencher... Et revenir peut-être sur les conditions préalables qui font qu'on y arrive et qu'on n'est pas dans une situation d'échec. Alors, peut-être en quelques mots, le leadership authentique qui est en fait sur le leadership authentique qui est sur l'extrême droite. Donc là où on voit le leader qui finalement crée un contexte
positif et porteur pour inspirer ces équipes à partir en fait d'un sens, d'une direction où on assume son identité, c'est-à-dire on va aller chercher les points forts et les singularités pour les pousser au maximum et oser faire différemment. Accompagner évidemment les hommes en posant les bonnes questions, en étant des coachs pour ces équipes, en les faisant grandir, en les aidant à se développer, engager les personnes en créant du lien, en les motivant, en créant un univers de dynamisme, d'énergie et d'enthousiasme, et puis finalement permettre aux individus de prendre des initiatives, de prendre des risques. C'est aussi la culture où on autorise une certaine marge d'erreur et où on va finalement aider les hommes à être autonomes et à être en apprentissage continu et à faciliter le changement. Voilà, vous remarquerez qu'on est plus lumineuse, on a rajouté de la lumière en disant que... Et de l'espoir en même temps. Maintenant que vous êtes plus éclairés sur le management participatif, on va continuer à mettre en lumière tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors, la première chose, effectivement, c'est de dire le management participatif, c'est comme une plante. Si vous la plantez dans un sol qui n'est pas adapté, ça ne poussera pas. Ou alors ça pourrira, etc. Donc il y a vraiment des conditions, une sorte de climat favorable, favorable au management participatif. Alors pour ça, il y a 3 dimensions principales qui sont l'identité, donc ça veut dire d'abord qui est ce groupe ou cette organisation qui veut mettre en place le management participatif. Donc ça veut dire quelles sont ses valeurs, quelles sont les valeurs qu'elle est prête à mettre en place et est-ce que ces valeurs sont compatibles avec le management participatif et qu'est-ce qu'elle veut vraiment apporter au monde. Donc voilà, cette notion d'identité va être fondamentale et vous verrez, c'est en travaillant dessus en particulier qu'on peut libérer beaucoup de choses pour mettre en place le management participatif. Il faut que la démarche ensuite soit une démarche authentique, c'est-à-dire qu'il faut que les managers, le dirigeant ou les dirigeants incarnent totalement, soutiennent évidemment cette volonté de passer à un autre style de management. Sinon, tous les efforts retomberont rapidement à plat. Donc, il y a des attitudes à mettre en place. Et enfin, il y a effectivement une notion de maturité de chacun, puisque le management participatif, c'est redonner à chacun une part de responsabilité et il faut donc être prêt à l'assumer. Alors, un petit peu plus de détails là-dessus. Donc, sur la notion de valeurs et de croyances, c'est évidemment de se dire, voilà, il y a certains types de croyances, de valeurs qu'il faut partager pour pouvoir mettre en place le management participatif. C'est ce dont on a parlé quand on disait tout à l'heure, cette notion de théorie X ou théorie Y. Si on croit que l'homme est bon, on peut lui faire confiance, qu'il est prêt à grandir, que partager, ça représente des avantages, que le fait d'être différent et de ne pas être d'accord, ça représente une chance, et qu'on croit en l'intelligence collective, donc au fait que 1 plus 1, ça fait beaucoup plus que 2, alors on peut réussir à mettre en place le management participatif. Donc c'est vraiment important d'expliciter ces valeurs-là pour vérifier que les personnes, donc le groupe, est vraiment prêt à totalement adhérer, on va dire, au système de valeurs nécessaires au management participatif. Ensuite, évidemment, le manager va jouer un rôle prépondérant et son attitude, donc en tant que manager, donc qui a une valeur d'exemplarité, va vraiment être la clé. Donc là, c'est évidemment, la première chose, c'est d'apprendre à communiquer. Ça veut dire être capable de dire les choses. Et là, on parle de transparence. Ça veut dire les choses qui sont bien, mais dire aussi les choses qui sont moins bien. Être capable de donner de la critique constructive, être capable d'annoncer des mauvaises nouvelles, être capable de dire j'ai besoin d'aide. Donc ça, c'est vraiment une attitude qui est souvent un peu contre-intuitive et qui ne va pas forcément être évidente à mettre en place. Ensuite, bien sûr, l'ouverture, la bienveillance, la capacité à encourager, à récompenser. Et puis, très important, cette notion de cohérence. Donc, être capable d'être authentique, d'être cohérent avec soi-même et toujours avec cette notion d'identité collective. Donc, en l'incarnant, en respectant ces valeurs qu'on essaie de promouvoir. Et bien sûr, c'est être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et puis, il va y avoir une notion de responsabiliser très fortement les gens, en particulier les autres personnes de l'équipe. Alors, ce qui est important, c'est que nous, ce qu'on a pu constater, et il y a plusieurs études qui se recoupent un peu là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, par rapport à ce management participatif, il y a environ 1/3 des managers qui sont prêts naturellement à l'adopter, qui pourraient l'adopter du jour au lendemain. Il y en a 1/3 qui a besoin d'être accompagné, besoin d'être formé, et il y a 1/3 qui est encore très réticent. Parce qu'effectivement, ça veut dire une relation de pouvoir totalement différente, une relation à l'autre aussi différente. Et donc, il y a vraiment encore un challenge par rapport à ça,
puisqu'il y aura souvent des managers qui vont effectivement être un peu perdus si on passe à ce type de management. Mais au-delà des managers, il y a bien sûr le rôle des équipes. Et donc là, ça va être très important que les équipes soient capables d'être responsables. Ça veut dire d'être capables, elles aussi, d'accepter qu'elles vont avoir une responsabilité et que chacun va maintenant devoir prendre des engagements, tenir ses promesses et être capable aussi de partager avec les autres. Donc partager les précarés, partager les fonctions, partager les projets. Donc ce qui veut dire évidemment beaucoup travailler sur la communication pour être capable de donner du feedback, d'exprimer des tensions et évidemment de créer une vraie cohésion, donc une vraie solidarité entre les personnes. Donc ça va vraiment être des conditions absolument fondamentales si vous voulez réussir à mettre en place le management participatif. Bien sûr, chacune de ces dimensions se travaille. Celle des valeurs et des croyances est peut-être un peu plus difficile parce qu'il s'agit vraiment de ce que sont profondément les individus qui constituent l'organisation. Mais les deux autres aspects, c'est vraiment quelque chose sur lequel chacun peut travailler pour progresser. Alors en fait, on va revenir sur peut-être les processus pour arriver à changer de stade. D'abord, en tout premier lieu, définir une identité collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme Hélène le disait, ça veut dire réfléchir en fait à ce qui nous unit tous dans le projet, à savoir les valeurs qu'on partage, et puis instaurer la confiance nécessaire à ce mode de management. C'est aussi donner du sens au projet, l'inscrire dans la durée et réfléchir au pourquoi on veut mettre en place un mode de management un peu plus engageant. Ensuite, évidemment, trouver des personnes qui sont intéressées et partantes pour ce style d'organisation. On vous encourage également à former aux nouvelles techniques. Alors là, on entend par exemple la communication non violente, Hélène vous l'a dit, les conflits vont prendre une place particulière dans le management participatif. C'est toutes les techniques aussi de méthode agile, d'intelligence collective, de brainstorming. Et puis, on vous encourage en fait à expérimenter certains process qu'on vous expliquera juste après, de les utiliser sur des problèmes concrets et bien définis et petit à petit de les généraliser sur des pratiques plus étendues, c'est-à-dire d'y aller vraiment pas à pas et être très empirique et itératif à la fois. Et toujours communiquer sur le sens, le pourquoi, le comment, écouter, rassurer également puisque le changement, on le sait bien, fait peur à beaucoup. Alors du coup, on va vous proposer quelques techniques à expérimenter. Alors, on s'est dit qu'on n'aurait pas forcément le temps de toutes les détailler. Donc, on vous a préparé un petit tableau avec donc un peu les différents stades du management participatif dont on vous a parlé, ces 3 stades, et 3 grands domaines de pratique. Et on vous en a mis en exergue un certain nombre qu'on pense être vraiment celles qu'on aimerait partager avec vous, sachant que, bien sûr, il s'agit de quelque chose de participatif, donc, encore une fois, vous pouvez nous dire s'il y a vraiment un domaine en particulier que vous aimeriez pouvoir plus spécifiquement, que vous voudriez qu'on développe un peu plus, et du coup, on pourra revenir dessus. Sachez aussi que toutes les slides par rapport à ces différentes techniques sont dans le PowerPoint que vous aurez à la fin, ce qui vous permettra évidemment de pouvoir plus tranquillement les relire. Les relire et les mettre en application, puisque l'objectif, c'est quand même que vous en choisissez parmi celles-ci une et que vous essayez effectivement, grâce au conseil, de la mettre en œuvre dans votre équipe. Alors, je vous propose de commencer par la notion de recrutement et d'affectation. Alors, on va passer rapidement sur les 2 premiers. Donc, le premier, c'est effectivement l'idée que le recrutement donc en mode un peu coopératif se fait d'une manière où on va vraiment beaucoup plus consulter l'équipe. C'est-à-dire qu'on va lui demander déjà à toute l'équipe de définir quel serait le titre, quel serait le périmètre de la personne qui doit être recrutée, quels seraient les critères qui doivent être pris en compte pour la recruter. Donc vraiment, ce sera toute l'équipe qui va définir la fiche de poste, avec toujours une validation du manager. Et du coup, ça va être, donc voilà, d'une manière générale, toute l'équipe qui va, entre guillemets, proposer des candidats, avec le manager qui, lui, aura le mot final. Dans un système de cooptation, là, cette fois-ci, c'est vraiment toute l'équipe qui va décider de quel candidat elle veut choisir. Et il va vraiment y avoir une notion de consensus absolu, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne, elle s'intègre parfaitement dans l'équipe, donc tout le monde dans l'équipe a un droit de veto.
Et il faut que toute l'équipe soit d'accord pour qu'on prenne quelqu'un. Donc là, on va plutôt faire des entretiens qui sont collectifs. On va vraiment chercher à avoir quelqu'un qui ait un parfait fit avec tout le monde, puisqu'on va collaborer de manière étroite. Ça veut dire aussi que la fiche de poste sera très floue, parce qu'il ne s'agit pas de définir très précisément ce que la personne va faire, elle sera amenée à toucher un peu à tout. Et dans le dernier stade, qui est voilà, ce qu'on appelle le stade ultime, c'est ou 3.0, le recrutement 3.0, c'est quoi? C'est du recrutement par identité. Ça veut dire que le seul critère, ce sera quelqu'un qui résonne, qui est cohérent avec le projet, la personnalité et les valeurs du collectif. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de se dire, on ne cherche pas quelqu'un qui ait forcément des compétences techniques, etc. D'ailleurs, il n'y a pas de fiche de poste. On ne sait pas exactement ce que cette personne fera parce qu'on ne fonctionne plus en mode, il y a des titres, il y a des postes, il y a des fonctions. Il y a des rôles disponibles, des tâches à réaliser, et chacun peut les choisir en concertation, bien sûr, avec tout le monde, ou même en créer de nouveaux, etc. Donc, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a un fit parfait avec la personnalité de l'organisation. Donc, on va se focaliser sur quelle est cette personne, fondamentalement, en quoi est-ce qu'elle croit, et surtout, qu'est-ce qu'elle veut apporter au monde. C'est de se dire, si l'objet de mon entreprise, c'est, par exemple, de simplifier la vie des personnes âgées, si la personne, cette aspiration-là, ça lui parle, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, alors elle s'épanouira parce qu'elle va se réaliser en même temps qu'elle travaille pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Et donc, la décision, elle est vraiment prise de simplement, c'est un constat. Cette personne, elle est naturellement résonante. Donc, c'est vraiment un processus très organique de recrutement. Et nous, on l'a testé plusieurs fois donc, avec des clients. Et c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'ils recrutent des gens, voilà, c'est ceux qu'on appelle les pépites, les perles, etc., qui sur le papier n'ont rien de particulier, mais parce qu'il y a une résonance profonde avec ceux qui sont, vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment ça, le management participatif, c'est réussir à faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même et le fasse vraiment avec plaisir. Et là, on obtient des résultats en termes évidemment d'efficacité qui sont extraordinaires. Alors en fait, on va passer sur la partie évaluation et formation, toujours donc ces 3 stades, coopératif, collaboratif et libéré. Donc rapidement sur les 2 premiers stades. Donc là, on démarre toujours avec une évaluation qui est plutôt annuelle, avec de l'auto-évaluation, du feedback peut-être formel de la part de toute l'équipe et une évaluation finale qui est réalisée par le manager. Les objectifs sont fixés par chacun, validés par le manager. On a encore un plan de formation qui est fait annuellement et les sujets de formation sont principalement, comme on l'a vu tout à l'heure, techniques puisque les individus sont spécialisés. On arrive à la 2e étape de la formation collaborative où là, en termes de formation, c'est plus décidé par chacun avec consultation avec l'équipe et le manager et on attaque le domaine des soft skills avec notamment des méthodes telles la communication non violente, des méthodes collaboratives qui vont être très utiles dans le processus collaboratif. Donc le type de formation, on s'éloigne un peu des formations formelles et on va arriver sur ce qu'on appelle l'action learning, donc c'est l'apprentissage sur le terrain, le coaching des pairs, des groupes de co-développement. Et puis, on arrive à la formation 3.0, qui est la formation en fait par aspiration, où là, il n'y a pas de plan, il y a une formation à la carte en coordination avec l'équipe, et où les personnes en fait sont reliées en fait à leurs aspirations, et où on peut rêver et se dire, voilà, moi dans 2 ans, j'ai envie d'aller là, alors je vais m'y préparer. Donc, le type de formation qui convient, c'est très interactif, c'est très expérimental. Tu veux compléter? Je vais peut-être juste compléter par rapport à cette notion de feedback 3.0 qu'Isabelle demandait. Donc effectivement, là, on est dans un système où il n'y a plus d'évaluation, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Parce qu'en fait, on est dans un monde tellement complexe et qui bouge tellement que ça ne sert à rien de donner des objectifs, parce qu'on sait que le contexte fera qu'on ne les réalisera pas forcément. Donc on ne va pas évaluer par rapport à des objectifs. Donc il n'y aura pas d'évaluation et on ne juge pas non plus la personne en disant tu vaux 4 sur 5 en créativité par exemple, parce que ça n'a pas de sens. Par contre, effectivement, il va y avoir un feedback donc très régulier qui sera donné par tout le monde. Ça veut dire que le feedback, on va aller le demander aux clients, on va aller le demander aux fournisseurs, aux partenaires, à toutes les parties prenantes avec lesquelles on travaille et on va vraiment avoir ce focus sur quels sont un feedback qui sera souvent plus constructif et appréciatif. C'est qu'est-ce que je fais bien? Parce que c'est tellement plus facile de faire encore mieux ce qu'on fait bien que de savoir tout ce qu'on fait mal et de dire oh là là, comment je vais faire pour corriger? Non, donc c'est vraiment travailler sur les forces et se dire également qu'est-ce que je pourrais légèrement améliorer, donc qu'est-ce que je pourrais encore plus mettre en valeur. Donc être toujours vraiment sur le côté positif de la chose.
Et ce feedback, c'est quelque chose qui doit pouvoir se donner de manière très ouverte, très directe, en live par toute l'équipe. Donc ça va vraiment être quelque chose de très informel et on gardera un feedback plus particulier avec donc soit une partie de l'équipe, soit encore une sorte de manager pour vraiment faire le bilan des aspirations. C'est où est-ce que j'en suis dans la réalisation de mes rêves et comment est-ce que l'entreprise peut encore mieux m'aider à les réaliser et qu'est-ce que moi aussi je vais faire, puisque c'est du donnant-donnant un peu, pour aider l'entreprise à réaliser son propre rêve et l'équipe. Donc ça va vraiment être ce type, donc on va être sur du feedback qui sera beaucoup sur l'aspiration et sur les forces de chacun. Voilà, alors j'imagine que vous pensez que c'est quand même un type de formation et d'évaluation qui est très idéal et encore très éloigné peut-être des pratiques que vous connaissez. Et pourtant, extraordinaire quand on arrive à ce niveau de feedback, parce que ça veut dire qu'on a mis un niveau de confiance dans l'équipe qui est fantastique. C'est vrai, le genre de feedback qu'on pourrait donner entre frères et sœurs, où on est capable vraiment de dire mais si, t'es excellent pour ça, vas-y, ose, etc. Et où on n'a pas peur de blesser la personne parce qu'on sait qu'on est dans un climat de confiance tel où la personne est valorisée, donc c'est de dire qu'on peut aussi lui donner un feedback sur ses points d'amélioration sans risquer de la démotiver. C'est ça. Alors ensuite, sur le processus lui-même de décision, donc on a aussi ces 3 stades, donc on va aller plus rapidement sur le premier. Donc là où le niveau de décision, ça se passe au niveau du manager, et donc il y a effectivement un droit de veto du manager ou du leader. Évidemment, il y a place à la consultation, ça veut dire que l'équipe peut se prononcer sur cette décision, mais c'est toujours le manager qui va prendre la décision. La gestion des conflits, elle est faite au niveau des intéressés, plutôt en one-to-one, on ne va pas mettre ça sur la place publique et le manager va pouvoir modérer. Dans le processus délégué, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est Alain Cardon qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Donc là, c'est en fait l'équipe au cours de réunions régulières qui va décider de tous les sujets. Mais encore une fois, là, le leader, il peut trancher. Alors, on a la distribution de rôles qui sont définis et qui tournent au fil du temps. Donc, nous avons le modérateur, celui qui anime la réunion, le gardien du temps, un agent provocateur qui essaye de provoquer justement et de titiller un peu l'imagination des participants, celui qui va écrire le compte-rendu et les décisions, un coach qui peut être un coach externe ou un coach interne, et puis le leader. Donc le leader, c'est peut-être le président de la société, mais dans certains cas, c'est un leader tournant au niveau des projets. Alors, évidemment, ça nécessite un niveau de coopération, de confiance et d'innovation élevé. On appelle ça en anglais le High Performance Team. On l'a mis en pratique chez un client. C'est toujours en cours d'évolution. On progresse de semaine en semaine avant que le client, en fait, n'internalise le rôle de coach. Pour l'instant, c'est nous qui jouons le rôle de coach externe. Et la gestion des conflits, en fait, le désaccord, il est exprimé en plénière parce qu'il est bien accueilli. On a construit une telle confiance qu'on se dit, eh bien, il faut se confronter sur certains sujets importants et donc c'est traité de façon fluide et on ne va pas le prendre de façon personnelle. Et le stade ultime du processus de décision, ça va être ce qu'on appelle l'advice process. Ça, c'est quelque chose de fantastique qu'on a expérimenté à plusieurs endroits et c'est vraiment génial. Ça marche très très bien, ça met tout le monde en confiance et ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc là, le principe, c'est la décision, on la prend au plus proche de l'endroit concerné. Donc si je suis quelqu'un qui utilise des outils régulièrement et j'ai un outil qui se casse, la décision d'en racheter un et lequel je vais racheter m'appartient entièrement. On ne va pas aller demander au service achat, est-ce que je peux racheter tel truc pour qu'eux fassent un appel d'offres et demandent quelle est la machine la plus adaptée, etc. Non, si c'est moi qui l'utilise, c'est à moi de m'en occuper. Donc il y a vraiment un niveau de décision qui va être beaucoup plus parcellaire, donc où chacun aura vraiment la possibilité d'agir directement sur son terrain. Processus de décision, alors c'est ça qui est passionnant. L'idée, c'est on me donne l'entière responsabilité de prendre la décision. En contrepartie, je m'engage à consulter et à demander l'avis, donc l'advice, de toutes les parties prenantes. Donc, ça peut être toutes les personnes, ou bien si c'est un trop grand nombre de personnes, on va dire les personnes représentatives de chaque partie prenante. Donc, je vais vraiment aller voir toutes ces personnes et leur dire, ben voilà, moi j'aimerais lancer ce nouveau produit dans certaines de nos boutiques parce que je pense qu'il plaira aux jeunes. Bon, ok, ben alors je vais aller demander à toutes les personnes qui sont, même si c'est pas du tout moi qui suis
la directrice marketing, etc. Je demanderai à toutes les personnes, dont la directrice marketing, et tout le monde pourra me dire leur avis, mais quel que soit leur avis, c'est moi qui prendrai la décision finale. Si tout le monde m'a dit « Oh, c'est une très très mauvaise idée, tu vas te planter », si je décide d'y aller, je peux y aller. Donc personne ne m'empêchera d'y aller. Simplement, évidemment, si tout le monde m'avait dit de ne pas y aller et qu'ensuite je me plante, j'assumerai totalement les conséquences, puisque c'est moi qui aurais fait l'erreur de ne pas suffisamment prendre en compte les avis qu'on m'avait donnés. Donc ça, évidemment, pour que ce soit mis en place, il faut absolument qu'il y ait un alignement parfait de toute l'équipe autour de où est-ce qu'on veut aussi aller tous ensemble. Parce que c'est ça qui permet de dire, je te laisse prendre toutes les décisions, c'est qu'on sait tous ensemble qu'on a cette même identité, on a cette même raison d'être, on sait où est-ce qu'on veut tous aller, et donc ça permet de se dire, chacun peut prendre la décision, puisque finalement, ça convergera par une manière ou une autre sur plusieurs chemins vers le même but. Et petit aparté sur la notion de gestion de conflit. Donc là, vraiment, l'idée, c'est pareil, c'est que les tensions, immédiatement, on va les faire sortir. Donc s'il y a quelque chose où je ne suis pas d'accord, où on est vraiment sur un point de clash, c'est tout de suite, je suis capable de le dire, et tout de suite, on essaie d'en discuter d'abord à deux, donc vraiment en direct, on en parle, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, on voit quelle voie on peut trouver, et c'est là où la communication devient très importante. Et sinon, bien sûr, des processus de médiation sont immédiatement mis en place, d'abord avec quelques pairs, et puis ensuite, ça peut être avec une personne extérieure, etc. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à des systèmes où les décisions se prennent très vite, où les choses avancent très rapidement, et où du coup, on gagne énormément d'efficacité. Et l'autonomie de pouvoir prendre même une toute petite décision, ça donne une qualité d'engagement extraordinaire. Alors pour finir, juste, advice process, c'est un terme anglo-saxon. L'équivalent en français, on pourrait dire que c'est une décision par consultation. Voilà, alors ce qu'on voudrait juste vous faire retenir, puisqu'on va arriver au bout, c'est que le management participatif, ce qu'il apporte d'abord et avant tout, puisque ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi on va le mettre en place, c'est du plaisir, réellement, et une réelle performance. C'est-à-dire que les gens vont donner le meilleur d'eux-mêmes et être plus épanouis. Ce qui est important de retenir, c'est une dynamique qui est incontournable. C'est-à-dire vraiment, ça va être le nouvel ingrédient du succès. Les entreprises qui n'arrivent pas à s'adapter à ce mode de management, peu à peu, vont voir tous leurs meilleurs éléments partir. Et leur capacité d'adaptation à un monde qui change en permanence diminuer. Il y a des conditions nécessaires, il faut vraiment le retenir, et elles peuvent être mises en place avec un accompagnement en particulier, et la transition doit se faire étape par étape. Et nous, vraiment, notre rôle, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faciliter cette transition. Et c'est vraiment dans cette optique qu'on a créé Business Harmonist. L'idée, c'était vraiment d'aider les entreprises, d'avoir ce nouveau métier pour aider les entreprises et les organisations à passer au stade suivant. Et cette idée, c'est que vraiment, c'est un métier qui est pas vraiment du coaching, qui n'est pas vraiment du conseil, qui n'est pas vraiment de la facilitation, mais qui est un peu des trois. Et c'est ce mélange des trois qui va créer ce cocktail, justement, qui va permettre à l'entreprise de comprendre qui elle est et d'aligner tout, de créer cette cohérence qui vont du coup être un terreau extrêmement favorable pour que le management participatif pousse et s'épanouisse, ainsi que tous les gens qui font partie de l'entreprise. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Ce qui est vraiment important encore, c'est vraiment de se dire la différence qui va se faire dans l'entreprise à l'heure actuelle, c'est vraiment de se dire quelles sont les entreprises qui sont capables de mobiliser l'intelligence de leurs collaborateurs et qui sont capables d'avoir ce petit plus, ce je ne sais quoi, qui fait qu'elle fait la différence, parce qu'on va s'en rappeler. Et donc c'est vraiment de se dire, en libérant comme ça l'énergie de vos collaborateurs, vous arrivez à un niveau d'engagement, d'innovation, etc. Et de bien-être, ne pas oublier le bien-être et le plaisir au travail qui est fondamental. Qui vont vraiment faire que vous gagnerez énormément en performance et évidemment, parce que c'est le plus important, en plaisir. Et on espère que ce webinaire vous aura plu et que vous aurez appris un certain nombre de choses et découvert des pratiques que vous aurez envie de mettre en œuvre dans votre organisation. Et puis on voudrait peut-être vous inviter à nous rejoindre à l'Armaudring du 29 septembre. Voilà, si vous voulez nous rencontrer en vrai, parce que vous nous avez vu en vidéo, mais on est beaucoup plus sympa en vrai, vous êtes les bienvenus le 29 septembre à notre Armaudring qui aura lieu au Petit Paris, qui est un bar à côté de Châtelet-Léal. Vous pouvez de toute façon nous envoyer un petit mail. Vous devez avoir notre adresse qui était dans le slide précédent, je vais donc vous le remettre.
pour qu'on vous envoie l'invitation. Voilà, on est très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. On vous souhaite vraiment bon courage, expérimentez, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, osez, essayez, parce que c'est vraiment en essayant, en prenant conscience et en se rendant compte que oui, ça marche, oui, c'est pas si difficile, et oui, évidemment, on gagne énormément en efficacité, que vous allez pouvoir convaincre les personnes autour de vous qui peut-être sont encore sceptiques sur la nécessité qui est absolue de passer à ce mode de management. Alors, entre-temps, on a eu quelques petits commentaires qui disaient qu'effectivement, il y avait des réticences au niveau du management, mais gardez confiance et portez cette bonne parole, et par contamination, vous allez un jour être surpris en fait, du changement d'attitude et d'atmosphère dans votre entreprise. Gardez courage. Gardez courage et essayez. Si vous prouvez que ça marche dans votre petit groupe, alors vous pourrez convaincre. Si vous dites, tiens, par exemple, on est 2 fois plus efficace depuis qu'on est passé à ce mode de management, il y aura une vraie réflexion. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les arguments qui parlent pour eux, qui restent des arguments de productivité, d'efficacité, etc. Sachant qu'on sait que c'est plus maintenant l'avantage compétitif d'une entreprise, qui sera beaucoup plus dans comment mobiliser l'intelligence. Et là, la clé est effectivement comment est-ce qu'on engage les gens, comment est-ce qu'on les met dans un contexte où ils peuvent pleinement s'épanouir, s'exprimer, etc. Alors, normalement, il est possible de télécharger la présentation via Webikeo. Je pense que je ne sais pas exactement comment c'est possible. Sinon, de toute façon, nous, on doit avoir votre adresse mail. Donc, on vous enverra la présentation par mail si vous le souhaitez. Mais on va se renseigner sur la façon dont, effectivement, on peut la télécharger et la mettre à votre disposition à partir du site. Voilà. Merci à tous et bonne journée et à très vite.